Le prototype. Page 131. Vassili regardait tourner des hélices incorporées qui servaient à l'aération des lieux. Il y en avait plusieurs dizaines. Leur diamètre était assez important, plus de 5 mètres de long. Quelques phares d'éclairage encastrés dans les murs s'allumaient. « Ah, c'est une caverne d'Ali Baba que vous avez ici, général. » Le véhicule monta une pente large, mais pas très prononcée. Ils débouchèrent sur le camp extérieur entièrement camouflé. Cette étrange base n'était pas repérable, mais par des satellites, même par des satellites. Les phares du véhicule s'éteignaient dès qu'ils étaient en contact avec l'extérieur. Le chauffeur mit des lunettes infrarouges pour conduire de nuit. Il entra dans une structure rappelant un immense bunker camouflé en colline de sable. À l'intérieur du bâtiment, bien éclairé et climatisé, 5 hommes en blanc travaillaient comme dans un bureau d'études. Voici le professeur Dimitrios, savant de grande renommée dans les systèmes de réaction propulsée. Son staff est aussi extrêmement intéressant, colonel. Nos ingénieurs et savants sont spécialisés dans la propulsion. Aérienne. Ziklos a fait les mines pour les terrains et pistes. Ziklos, je vous présente le colonel Vassili. Il sera chargé de piloter le SST vers une base dans le nord de la Russie. Ici, nous améliorerons toute forme de conception de ce prototype. Dimitrios est notre doyen, c'est le maestro capable d'obtenir la synthèse de la formule de ce type de comburant inconnu, additionné au jet fuel kérosène A2, et qui propulse le SST. Il avait mis au point les réacteurs Tumansky RG-15 BD600 pouvant délivrer jusqu'à 50 000 livres de poussée. C'est un travailleur infatigable quand il s'agit des hydrocarbures. Le mode de propulsion du SST est récent. Certaines firmes en Russie vont payer un prix fort, très fort, pour développer cette technologie pour l'espace. Une firme aéronautique EADS développe un contexte semblable nommé Astrium, un jet d'affaires pouvant se propulser vers l'espace. Habib continua tranquillement ses explications. Un tableau mural dévoilait les plans d'un avion en 3 dimensions. Un rétroprojecteur s'était activé et il pouvait admirer l'ajout de structures aux propulsions initiales du SST. Un hyper-réacteur dont l'empennage arrière se terminait en réacteur de fusée spatiale. Space Corsair était inscrit sur la firme qui développait ce projet. L'appareil, selon l'explication de l'ingénieur Dimitrios et ses collègues, pouvait décoller comme un jet classique ayant atteint 40 000 pieds, sortait une tuyère arrière et s'élevait vers l'espace en allumant un booster arrière. Ziklos expliqua qu'Arianespace était déjà au courant et que le moteur principal de la fusée Ariane devait être réduit pour être intégré à ce type de concept. Quelques instants après, un Antonov 225 atterrit sur une piste, non loin de la base secrète. Le Myria, Antonov 225, éteint ses feux de navigation et envoya 3 signaux consécutifs à intervalles de 3 secondes entre les signaux. Il éteint tous ses feux et ses moteurs, ouvrant ses soutes. Vassili l'observait aux jumelles infrarouges dont des caractères cyrilliques se détachaient dans les verres internes. Le colonel Andreevitch observait depuis une structure la piste, telle une meurtrière de bunker. Habib lâcha. Nous avons environ 4 heures pour placer les moteurs du SST dans le cargo Antonov, et puis vous prendrez les commandes directement vers l'ICAO, uniforme India, India, India. Des feux extérieurs s'allumèrent dans toute la base secrète, des feux de lumineux, de projecteurs. Déjà, des hommes avaient ordonné le détachement des pièces des moteurs de propulsion. Des groupes de 50 hommes travaillaient avec acharnement. De vrais professionnels essayant de perdre le moins de temps possible dans leur travail inlassable. Des petits chariots traînaient derrière eux, des pièces de l'appareil circulaient rapidement et en cadence. Les pièces de l'avion étaient traînées sur des wagonnets plats et larges, tels des véhicules de mine. Ils déambulaient vers une zone extérieure en empruntant une pente douce assez longue. Tout à coup, une sirène retentit. C'est une alerte de camouflage. Un appareil espion a été signalé dans les radars de la base. Dans un rayon de 20 nautiques volant à 4000 pieds, un spot figurait un appareil furtif au trafic de l'heure GMT de la zone de la position géographique de la base.
Toutes les lumières s'éteignirent et la base cessa toute activité. En moins de 5 minutes, l'Antonov fut recouvert d'un filet spécial camouflage. Et plus personne n'eut ordre de bouger. L'avion passa à 5 nautiques de la base, direction nord-ouest. Il n'aperçut aucune activité. Des traqueurs d'écoute muets balayaient sa structure pour détecter ses communications. D'étranges instruments accrochaient les ondes hertziennes de communication à un décryptage automatisé, pareil au procédé d'écoute des sous-marins nucléaires. Tous attendaient sans bouger. Ils redoutaient le pire. L'appareil allait-il les arroser d'une pluie de bombes à guidage laser? Non, l'appareil dont les moteurs de propulsion révélaient un U-2 de dernière génération ne prêtait aucune attention. Il continua sa route, tel un simple avion de reconnaissance, tel un simple avion de surveillance. Vassili demanda doucement. « Quelle nation dirige cet appareil ?»« Les Libyens, colonel, lâcha Habib doucement. Des décodeurs de bruit de motorisation indiquent une technologie et le bruit est détecté, analysé, identifié par de nouveaux instruments. Ils surveillent les environs tout simplement. Ils doivent ignorer cette base. Cette base est récente, 2 mois seulement. Ils pensent que nous sommes beaucoup plus à l'ouest. Mais hors de leur territoire, colonel, dit Habib. Dès que l'U-2 libyen s'en fut à plus de 35 nautiques, l'activité de la base secrète reprit de plus belle. Nous devons travailler plus vite pour rattraper le temps, cria une voix dans les haut-parleurs. Le colonel Vassili Andreevitch s'enferma dans une petite chambre pour dormir et se reposer. Il souffla très fort et éteignit la petite lueur marmonnant des prières en russe. Puis il se décontracta pour s'endormir. Bien avant l'aube, quelques minutes seulement, Vassili était en place à bord du cargo militaire. L'Antonov se plaça face au vent. Tout était en place. Les engins de propulsion révolutionnaires étaient dans les énormes soutes. L'Antonov 225, un hexaréacteur de code Myria, se préparait au décollage. Vassili eut son autorisation de survol au nord de la Libye et vers la Russie. Il devait se poser à Irkoutsk, après s'être ravitaillé en Iran à Mechhed. Son hexaréacteur, le plus gros au monde des avions lourds, volerait à régime réduit pour avoir plus d'autonomie et de sécurité. La Libye avait donné son feu vert pour des raisons diplomatiques et inconnues. Irkoutsk, cette ville légendaire où aurait vécu Michel Strogoff, était située très à l'est de Moscou. Une de ces bases était spécialisée pour recevoir ce type d'appareil, disant des réacteurs de propulsion nouvelles. Allumant ses puissants phares et affichant les régimes de réaction à 40%, l'Antonov, tel un dragon colossal, s'élança sur cet étrange airstrip perdu en plein Sahara et à l'est du Tchad. Après un quart d'heure, Vassili était à 8000 pieds d'altitude. Il activa un GPS de navigation vers le code ICAO, dont la syntaxe était Uniforme India, 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 d'Irkoutsk. Il pensa à Abadan en Iran, Oscar India Alpha Alpha, où il se dérouterait si quelque chose tournait mal. Après 1 heure de vol, l'Antonov volait en altitude de croisière, mais ce qui était étrange, le sigle aéronautique peint sur sa dérive de queue n'était pas celui de la Russie. C'était ce que disait une patrouille de F-22 Raptor de l'OTAN qui avait traqué l'Antonov depuis plus d'une demi-heure. En Méditerranée, l'OTAN patrouille quelquefois comme il l'entend, au-dessus des eaux internationales, au large de Sigonella, en Sicile. 5 appareils se placèrent à gauche de l'Antonov, le suivant tranquillement. Vassili les repéra, il leur fit un signe amical et n'hésita pas à leur montrer sa casquette de l'Union soviétique. Un des pilotes s'approcha très vite et prit un cliché en quelques instants. La patrouille fit mouvement à gauche, laissant l'Antonov intact. Déjà, les côtes italiennes étaient en vue. Un message parvint immédiatement aux radios de Vassili. Non, ce n'était pas Moscou, mais Saint-Pétersbourg. Il reçut l'autorisation du survol de la Russie. Bientôt, de nouvelles fusées russes ou des appareils seraient équipés de ces super réacteurs. Dans quelques heures, l'Antonov serait dans un état vatican et il recevrait un signal d'authentification lui ouvrant le passage vers la Russie d'Asie et Irkoutsk, c'est-à-dire l'aéroport d'Irkoutsk. Après quelques heures de vol, Vassili prit un déjeuner dans le poste qu'il trouva dans le poste de pilotage. Il devait rester vigilant tout au long du vol. Était-ce la Russie réellement qui dérobait les réacteurs? Non, se dit le colonel Andreevitch intérieurement, et il savait qu'un État ne peut voler des réacteurs. Ainsi, en un mot, il avait infiltré une organisation dans la Russie, qui volait ses propulseurs extraordinaires et était bien introduite dans l'État. Cette organisation secrète, Vassili en était maintenant parfaitement au courant. Il avait aussi déduit que dans les hautes sphères en Russie, un groupe pouvait prétendre dérober des réacteurs de nouvelle conception pour en faire un trafic illégal.
Cet étrange commandante travaille aussi pour le compte d'une ramification extraordinaire. Mais qui cela pouvait-il être? Si ces étranges et mystérieux trafiquants volaient des réacteurs pour aller dans l'espace, il émit l'hypothèse que cela devait probablement être des gens qui ne voulaient certainement que la presse internationale le sache. Il continua sa navigation vers Irkoutsk, emportant ses nouvelles technologies. El Commandante dormait paisiblement dans une chambre d'hôtel. Il fut réveillé par une sonnerie de téléphone. Une voix lui demanda que des gens voulaient lui causer. Curtiez, les yeux endoloris, se leva à hâte. Il se débarbouilla au lavabo, se rasa et s'habilla rapidement, vérifiant son argent une deuxième fois, cachant une certaine somme dans sa chaussette gauche pour éviter les pickpockets. Puis, prenant son bagage, il descendit. Dans le hall d'hôtel se tenait un groupe d'hommes. Curtiez comprit qu'il avait affaire à une police. Un homme se présenta. « Monsieur Zorino, j'ai à vous parler. » C'était Della Fieri, l'Italien. Un peu plus bas se tenait Salah Ben Bouazza, entouré de plusieurs autres personnes. El Commandante se détendit, il pensa au pire. Ces hommes peu nombreux fussent-ils, allaient-ils probablement l'arrêter. Mais il n'avait visiblement aucune preuve de le faire. Sa mémoire se mit en action. Salah lui rappelait quelqu'un qu'il avait déjà vu. Il fit une gymnastique surprenante de son esprit et retrouva la personne, un des principaux chefs de la lutte antiterroriste au Maroc. L'homme lui tendit une cigarette et, allumant une autre, lui demanda « Colonel, nous suivons vos péripéties depuis un certain temps, mes collègues et moi-même. » Curtiez se détendit. Il n'avait visiblement pas l'air de vouloir l'arrêter. Non, il avait vu vrai. Il cherchait tout simplement le plus possible d'informations. Salah reprit ses questions calmes et pondérées. « Où avez-vous séjourné ces 10 derniers jours, colonel Curtiez ?»« J'étais quelque part entre le Tchad et la Libye. »« Monsieur, demanda Zorino d'un air interrogatif, je suis le colonel Salah Ben Bouazza des services de sécurité relatifs au transport aérien et au trafic. » Il déposa une photo compromettante sur la table. Sur cette photo en couleur figurait Curtiez donnant des ordres du détournement du SST en Afrique du Nord. Puis Salah Serin claqua des doigts. Une vingtaine de policiers maltais surgirent armés jusqu'aux dents et entourèrent le groupe. Zorino, surpris, ne chercha pas à fuir. Salah Ben Bouazza, sur un conseil discret de l'Italien, déposa une autre photographie compromettante des dispositifs dissimulés dans le talon de sa chaussure, dont le cliché fut pris à Casablanca à l'hôtel Carlton. Zorino Curtiez devint blême. Il était pris. Son aventure allait visiblement s'achever ici, à la Valette. Salah tira quelques bouffées après avoir mordu dans sa cigarette. Il saisit un calepin, écrivit dedans quelques notes. Un téléphone sonna. Des paroles de remerciement et de félicitations fusaient de l'écouteur. Salah Ben Bouazza éteignit son portable, se gratta la tête d'un air satisfait. Il continua. « Selon les lois internationales et l'antiterrorisme, vous en aurez à tout casser pour 30 ans de réclusion, suivant le code juridique de Malte. Mais si vous nous aidez à retrouver les réacteurs et à infiltrer cette organisation criminelle, vous verrez peut-être vos peines réduites considérablement. » expliqua Salah avec un calme absolu. Curtiez baissait les yeux. Il venait de réaliser qu'avec toute cette douceur dans la voix, il venait de se faire prendre. En un mot, son opération malhonnête avait échoué doucement, sans faire de bruit. Fini, il ne pouvait plus espérer toucher des sommes colossales et promises. Toute la grande armée qui l'entourait allait se saisir de lui. Il lâcha. « Oui, je veux bien vous aider à infiltrer le reste du trafic que je ne connais pas parfaitement. » Ces mots étaient tombés au bon moment, comme une parole salvatrice. El Tiburon avait le choix, soit de moisir en prison une 30aine d'années, soit être coopératif et voir sa peine diminuer. « Comment voulez-vous donc que je puisse y faire quelque chose ?» Une sonnerie de portable retentit. Della Fiori répondit. « Grazie. » Il tint quelques propos en italien, se tourna vers Salah, son homologue marocain, et lâcha tranquillement. « Colonel, une communication m'explique qu'un État sud-américain veut jouer une carte pour votre peine. Ils veulent lui donner une dernière chance. » Ben Bouazza ria franchement. « Quoi? Une dernière chance? Je l'aurais parié. » Saisissant une cigarette, il mordit dedans, l'allumant et soufflant quelques bouffées rapides et saccadées, les mains dans les poches. De hautes sphères veulent pousser l'affaire à son paroxysme. Le laisser en liberté provisoire et sous caution, à condition qu'il bosse pour nous et nous aide à récupérer les réacteurs et à infiltrer l'organisation. Attendez, oui, colonel Salah, l'organisation se trouve quelque part en Russie. Je crois depuis ce qui vient de m'être communiqué. Le colonel, serein, les yeux satisfaits, se leva les mains dans les poches. Sa petite taille en faisait une silhouette inoffensive. Le colonel serein, les yeux satisfaits, se leva les mains dans les poches. Les gardes maltais disposèrent des lieux intelligemment, s'éclipsant.
Zorino Cortez se leva tranquillement. « Colonel, je suis prêt à coopérer avec vous. Adieu, vaches, moutons, dollars. Je préfère une remise de peine à tout ceci après être jugé. » L'homme voyait une lueur d'espoir, même s'il ne doutait plus. Vers son État sud-américain, il pouvait espérer purger sa peine quelque temps, et les services qu'il ferait à la justice n'étaient-ils donc pas les mêmes s'il revêtait l'uniforme? Une part de souffrance d'être soldat, se disait-il. « Veuillez nous suivre, demanda Salah, les mains dans les poches, mordant dans sa cigarette, l'air satisfait. Les trois hommes grimpèrent à bord d'une automobile sombre. D'autres véhicules de police se tenaient à distance discrète. La BMW bleue s'élança vers une destination inconnue dans la ville. Un nouveau jour se levait. Ailleurs, une ville calme, paisible. L'auto se ruait dans les ruelles, là où se dressait une statue d'un enfant qui urine. Bruxelles s'éveillait doucement d'une nuit peu agitée. Un fourgon blindé approchait de couleur bleu pétrole. Des passants s'arrêtaient, touristes, travailleurs, émigrés, artistes prenant des photos de l'insolent chérubin. Le sourire aux lèvres. Dans un grand immeuble de style ancien, des hommes en uniforme se hâtaient. La porte du fourgon s'entr'ouvrit. Un homme, des menottes au poing, l'air fatigué, allait être jugé par des agents d'Interpol, peut-être aussi le fameux groupe de Trévis. Cet homme, Cortez, Zorino Cortez, ex-colonel de l'armée et des renseignements. L'accusation était claire. Le détournement d'un avion expérimental civil au-dessus de l'Afrique du Nord. Il risquerait gros. La peine capitale, non, mais de sérieuses décennies, longues années en prison. Pourtant, l'homme à la calvitie, un certain Salah Ben Bouazza, chef des renseignements généraux, lui avait discrètement promis une faveur. Coopérer pour aider à retrouver les pièces aéronautiques dérobées par une mystérieuse organisation dans un no man's land entre le Tchad et la Libye. Quelque part, Interpol tenait une réunion des principaux protagonistes devant mener l'enquête du détournement du SST de 1777. Un haut responsable médical et son équipe donnaient des explications sur un implant de haute technologie installé dans la mâchoire supérieure de Zorino Cortez, il dit. De nouvelles lois, plus pertinentes, sont initiées dans les juridictions du droit international. En un mot, entre chien et loup, nous devons récupérer tout ce qui peut encore être. Et nous devons récupérer le colonel Cortez et le réorienter à trouver ces réacteurs perdus et qui pourraient présenter de réels dangers. L'unique personne capable d'infiltrer cette mafia ne peut s'expliquer que par cette personne qui est en route actuellement vers son pays d'origine. Je vais maintenant vous expliquer que nous avons reçu ordre de placer son implant très profondément dans sa mâchoire supérieure afin de le suivre par satellite et trouver les moyens de remonter cette organisation criminelle qui avait décidé de voler les hyper-réacteurs. Voici un exposé de notre opération qui révèle un tracker en titane et assimilable par l'organisme humain. Vu sa taille en nanomètres, il n'y a aucun rejet de l'organisme à cette échelle, expliquant des structures fabriquées repérables sur l'environnement géographique où se déplacerait Cortez et qui seront visibles par des chemins ou des lignes du traceur, révélant sa position comme le ferait un transpondeur aérien. Ce gadget technologique permet sa recharge et il communique avec une dent qui permet l'élimination des déchets de la nanobatterie. Cet élément se recharge par des forces puisées dans des systèmes ressemblant aux condensateurs ferroviaires. Par accumulation d'énergie électrique, sa miniaturisation est une fabrication nanotechnologique inspirée de la chaleur corporelle. Elle recharge la pile par une force de type freinage. À l'heure actuelle, cette carte de l'Atlantique sur écran en zoom et diffusée permet de voir sa position. Elle se trouve entre les Açores et la côte américaine. Des pièces seraient passées vers des pays de l'Est. Vous devez par conséquent nous laisser la main libre sur vous afin d'établir les enquêtes et récupérer ou réduire la facture des gouvernements chargés d'enquêter sur cette affaire. Ces mêmes directives générales nous ont contactés afin de couvrir ces pertes qui s'élèvent à des prix faramineux. Della Fieri prit la parole. Nous faisons un marché avec vous, puisque vous êtes un soldat et un haut gradé. Votre État a demandé votre extradition vers votre pays d'origine. Mais sans vous, nous ne pouvons remonter la piste actuelle et l'espoir de retrouver ces réacteurs. Infiltrez le processus sous notre contrôle et vous aurez des remises de peine importantes, soit. Cela ne s'est jamais vu encore, mais c'est notre seul et unique moyen de retrouver les réacteurs de ce prototype. Nous allons insérer une puce informatique nanotech dans votre corps, et cela nous permettra, via notre intelligentsia, de vous suivre partout dans le monde jusqu'à ce que vous rapportiez les réacteurs. C'est logique, comme vous êtes un joueur et que le jeu semble de nouveau bien s'annoncer, il ne vous restera plus que le moment d'être coopératif, expliqua le colonel Salah.
Attention, rigueur oblige, votre dispositif vous permet de jouer franc jeu. Si vous essayez de nous doubler, la punition sera sévère. La puce contrôlée à distance sera inaccessible par la chirurgie la plus prestigieuse et risquerait de se transformer en arme mortelle. Un déclic et vous ne serez plus de ce monde, monsieur. Pardon, colonel Curtiez. Localisée par des satellites partout sur le globe terrestre, la micropuce en titane contient un poison hautement toxique, pouvant provoquer la mort en un quart de seconde seulement. Une formule chimique de cocktail des poisons les plus violents et les plus rapides qui soient. J'ai compris, c'est d'accord pour coopérer avec vous. Et franchement, c'est mieux ainsi, avoua le colonel Curtiez. Les yeux baissés, il se tut un instant et dit « Pourrais-je avoir à manger ?» « Parfait », annonça un homme en uniforme. Zorino Curtiez se leva sur ordre de plusieurs policiers et descendit dans un sous-sol pour rejoindre une cellule spéciale. Zorino Curtiez avait quitté l'Europe depuis 1 mois. Depuis 1 mois environ. Il avait été extradé vers son pays d'origine. Un État sud-américain avait payé gros sa récupération car il était indispensable pour la gestion de l'ordre. Mais il avait gagné plusieurs millions de dollars bloqués dans une banque européenne. Il le savait et pensait sans arrêt quant aux moyens de le récupérer. Zorino se mit à penser à ses compagnons d'armes qui avaient réussi à détourner le SST. Que sont-ils devenus se demanda-t-il intérieurement. Il décida de se relaxer devant une bonne tasse de café. Zorino s'assit à la terrasse d'un café. Le papagayo était inscrit en lettres peintes colorées sur le fauteuil où il était se relaxant. En une attitude nonchalante, il regardait des fumées s'échappant de sa tasse énorme, faisant des farandoles de formes et de parfums. Zorino, les yeux fixes, avait siroté quelques gorgées de café noir sucré. Il se délectait de cette saveur du breuvage, et le nom du café national faisait exprimer une certaine fierté d'être là présent après ces incroyables péripéties en terre africaine. Il plongea sa main droite dans sa poche, et à sa surprise, il dénicha un objet. En tâtant au plus profond de sa poche, un bout de papier froissé, il décida de le poser sur la table, voyant qu'il était seul. Bogota était une ville paisible. Une circulation routière bien gérée et des passants qui s'attardaient quelques instants sur les trottoirs où des jeunes femmes portant des bébés sur leur dos proposaient des articles d'artisanat. Zorino déplia le papier devant lui. C'était une ancienne liste qu'il avait écrite quelques semaines auparavant et où il pouvait voir la liste de ses anciens mercenaires. Son regard resta fixe sur le nom de Eleonora, la toubib de nationalité camouflée. L'Irlandaise avait-elle été supprimée par les protagonistes cachés du détournement, ou pouvait-elle donc être? Zorino était bien à Bogota, en Colombie, mais il n'était pas de la nationalité de cet État. Non, Zorino ne faisait pas partie des FARC de Colombie. Il se rappelait une photo de son père qu'il n'avait jamais connu et qui était probablement mexicain. El Tiburon était inscrit sur le verso de la photo, et cette information ne le quittait jamais. Il se souvint de Ramon, le chauffeur à Casablanca, l'homme désespéré qui lui avait demandé de faire quelque chose pour sa fille, prénommée Ingrid. Et à présent, il était bien en Colombie et nulle part ailleurs. Jusque-là, la vie lui avait réservé bien des surprises. Ses pensées s'étaient toujours égarées à être discret ou à penser qu'il était mexicain. Mais le temps jouait difficilement pour lui maintenant. Comment devait-il envisager de récupérer son argent? En Suisse, les seules personnes capables de l'aider dans cette étrange situation ne pouvaient être que ses brothers in arms, mais il n'avait visiblement plus aucune piste pour les retrouver. Il continuait à boire son café tiède et savoureux, les traits serrés, le regard endurci et de tant de contraintes. Une jeune femme portant un bébé sur le dos s'arrêta un court instant devant lui sur le trottoir et lui présenta un bebop de marque asiatique. Il sortit une liasse de billets et l'acheta sans poser de questions. Après avoir soigneusement pris un papier de garantie, il pensa à sa montre de poignet qui contenait tous ses contacts et qu'il avait laissé quelque part dans ses bagages après son retour de Belgique. Maintenant, Zorino Curtiez avait l'esprit plus reposé pour agir. Quelque chose avait initié la mise en branle de tout un système qui avait cessé de répondre dans son esprit. Il devait agir méthodiquement, en faisant la réinsertion des données de tous ses contacts. Pour y voir plus clair, il se remémora le lieu de sa montre bracelet qui contenait tous les numéros de téléphone. Il l'avait mise dans une poche de sa valise cachée par une fermeture éclair.
La valise en question devait être à son domicile à l'heure actuelle. Tout à coup, un léger et subtil gel lui laboura le fond de sa gorge. Zorino se rappela les paroles de Salah après avoir accepté de travailler pour Interpol. Il se souvint que son temps était contrôlé par des forces auxquelles il devait plier. Il n'y avait plus une minute à perdre. Il se leva de l'endroit et fit signe à un gros taxi, un Tucker des années 60, jaune et bariolé d'un motif en petit carreau semblable à un échiquier. Zorino s'y installa. Le chauffeur portait un béret basque. Zorino lui tendit un papier écrit en espagnol. L'adresse figurait un lieu consulaire où Zorino devait récupérer ses affaires, la valise qui contenait la montre où était inscrite toute la liste des contacts. L'homme portant une moustache lut attentivement l'adresse et fit un signe d'approbation. Il accéléra dans un grand boulevard, ce qui plaqua Zorino contre la banquette arrière. Il devait être 14 heures heure locale. La Tucker, dont le tableau de bord était décoré de photos et de motifs, donnait des coups de klaxon pour se frayer un chemin cohérent. Non seulement le chauffeur de taxi avait activé un compteur électronique qui émettait des sons agréables, mais saccadé, mais il avait aussi abaissé un GPS de navigation où de grosses lettres figuraient la dénomination Garmin en lettres latines. Le taxi driver qui suivait les flèches de route sans poser de questions, il s'arrêta enfin. Zorino lut le prix à payer. Il tendit un billet de $20. Le chauffeur l'accepta et saluant, il disparut sous les yeux satisfaits de Zorino. Curtiez était devant le portail de l'administration. Il devait attendre encore 5 minutes seulement. C'était visiblement une poste. Pendant qu'il attendait, un homme vint vers lui. Zorino s'aperçut qu'il était habillé de la façon des Indiens du pays, un costume traditionnel. L'homme le dévisagea un instant, puis lui posa une question. « Êtes-vous Zorino Curtiez ?» Zorino put discerner un ruban autour de sa tête chevelue. Il était un berbe. L'Indien portait un costume ample, tel une robe typique des régions amérindiennes. Zorino répondit « Oui, je suis Zorino Curtiez ». L'homme lui expliqua qu'il devait se diriger vers une adresse en lui tendant un papier, écrit ou une enveloppe pliée. Zorino saisit le document et salua l'homme avec respect. Lorsque Zorino se saisit du message écrit, un homme se tint devant lui en un laps de temps, bien habillé, l'air cependant décontracté. Zorino reconduit immédiatement le visage de cet étranger. « Ramon, dit-il, un peu surpris de le retrouver en ces lieux. Oui, c'était bien Ramon, le chauffeur de l'aéroport à Casablanca, l'homme qui lui avait demandé une faveur pour sa fille Ingrid. Zorino Curtiez fut satisfait de le revoir, il lui a inspiré confiance. Il demanda de dîner avec lui quelque part en ville. Ramon accepta l'offre et indiqua un chemin où était garée son automobile. Zorino tendit l'adresse inscrite sur l'enveloppe. Ramon lut rapidement et hocha la tête. Zorino se voyait moins perdu en ces lieux, et une lueur d'espoir lui rappelait ses compagnons d'armes qu'il avait perdus de vue. Le temps semblait s'allonger pour trouver des solutions et espérer toucher l'argent de la mission. Zorino marchait d'un pas décidé. Il avait faim tout à coup. Un escadron des FARC en uniforme passa tout près des deux hommes. Zorino Curtiez n'y prêta aucune attention. Les événements s'étaient calmés. En Colombie, le soleil se couchait et les deux hommes hâtaient leurs pas vers une automobile.